Alésia, cette hauteur imprenable que Jules César assiégea, capturant Vercingétorix puis mettant fin à l'indépendance de la Gaule, c'est ici, à Siam, dans le Jura. Voilà ce qu'affirme en 1964 l'éminent archéologue André Berthier, correspondant de l'Institut, à André Malraux, ministre de la Culture. Malraux autorise alors des fouilles à Siam, mais en secret. Des restes considérables de remparts romains, selon Berthier, sont mis au jour, pour tenter de comprendre comment et pourquoi ces fouilles devaient rester secrètes. Je rencontre Claire Berthier. Il fait combien de long le mur clair ici? Alors ce tronçon court sur 3 km du col au bout de la combe. Donc si votre père avait raison, si on est devant le camp nord de César, il y a 60 000 Gaulois qui viennent du fond de la combe pour attaquer les 12 000 Romains, les 2 légions qui se trouvent là. Exact, c'est la fameuse attaque qui est lancée à midi. Cette attaque du camp nord ne concerne qu'une partie des effectifs. Si l'on en croit César, dans la guerre des Gaules, il dispose de 9 autres légions pour le siège, soit en tout 60 000 hommes. Vercingétorix a 80 000 guerriers sur la hauteur d'Alésia, quand un mois plus tard, 250 000 Celtes venus de toute la Gaule donnent l'assaut, il y a plus de combattants autour d'Alésia qu'il y en aura au débarquement de Normandie. Une fois connues, les découvertes de Berthier seront violemment dénoncées par les autorités archéologiques déterminées à interdire ces recherches. Cette querelle est la dernière en date d'une polémique qui dure depuis 150 ans, car la recherche du site d'Alésia, c'est l'acte de naissance de l'archéologie française. Cette naissance a eu lieu autour d'Alis-Sainte-Reine et du mont Auxois, en Bourgogne, où les fouilleurs de Napoléon III découvrirent des centaines d'armes romaines et gauloises et des monnaies. Aussitôt, de nombreux historiens et des militaires affirmèrent que le mont Auxois était trop petit pour abriter 80 000 Gaulois, selon César. César exagère, répondirent les autorités. César doit dire la vérité, affirmait André Berthier, dont les découvertes du Jura sont toujours frappées d'interdits. Cette histoire commence en 1852, quand Louis-Napoléon Bonaparte renverse la République et devient empereur sous le nom de Napoléon III. Pour convaincre les Français des bienfaits du césarisme, il entreprend d'écrire une vie du divin Jules et de retrouver Alésia. Plus tard, en 1868, il inaugure le musée des Antiquités nationales au château de Saint-Germain-en-Laye, qui conserve depuis les objets trouvés en Bourgogne. Je viens voir Laurent Olivier, conservateur de l'âge du fer au musée, pour qu'il me montre les collections d'Alésia. On a vu la petite monnaie de Vercingétorix, avec son visage qui ressemble pas du tout à celui d'un Gaulois, il n'y a pas de moustache. Il n'y a pas de moustache, des cheveux longs. Eh ben lui non plus n'a pas de moustache alors. Oui, ça c'est le grand guerrier de Vachères dans le midi de la France. Il n'y a pas une tête de Gaulois, mais quand même, on voit les attributs du guerrier gaulois, on voit le torque, le collier en or. Ouais. Et puis, il a ici, à son côté, il est accoudé à son bouclier, avec une pièce qui est un bout de bouclier, et on a à Alésia quasiment le même type d'objet, qui est typique de l'armement du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'âge du fer, c'est la période où on utilise le fer pour l'armement, pour l'outillage. C'est une période qui va en gros, c'est le premier millénaire avant notre ère, c'est donc de moins 1000 à la naissance du Christ, à l'arrivée des Romains en Gaule. Ça, c'est le fameux statère d'or qui représente Vercingétorix.
Ah, on ne sait pas si ça représente Vercingétorix, c'est un stataire d'or qui vient d'un trésor découvert au 19e siècle à Pionça, en Auvergne, donc dans le pays de Vercingétorix. À l'inauguration du musée, ce fleuron des collections fut présenté à Napoléon comme venant d'Alise. Ce n'est qu'en 1962 qu'un numismate démontre qu'elle a été achetée en salle des ventes à l'hôtel Drouot quelques jours avant l'inauguration du musée et qu'elle provient d'Auvergne. Je note que cette révélation intervient un an seulement, avant que Malraux, peut-être entamé par le doute, n'autorise Berthier à chercher Alésia dans le Jura. Tout ce qu'on a appris dans les livres d'histoire, c'est le Gaulois bagarreur, c'est le Gaulois qui habite dans les huttes, dans la forêt, c'est le Gaulois qui n'est pas très bien organisé, qui a ce côté un peu sauvage et chevelu, hirsute. En fait, la réalité, elle est tout autre. La Gaule, à l'époque où la République romaine commence à se développer et commence à s'étendre sur le bassin méditerranéen, c'est une puissance importante, c'est une puissance inquiétante. Les Gaulois sont entrés dans Rome. On connaît le fameux épisode des oies du Capitole. Alors ça, c'est à quelle époque par rapport à Jules César? Ah, c'est 3 siècles avant lui. C'est quelque chose qui est encore dans les mémoires. Et on voit bien chez les auteurs latins, il y a dans l'imaginaire collectif une véritable terreur avec ça. Ils ont vraiment eu très très peur. Et puis les Gaulois, c'est aussi une grande puissance économique. C'est un pays plein d'or, c'est un pays plein de mines, c'est un pays plein de ressources qui sont des ressources, on dirait aujourd'hui, géostratégiques pour l'Empire romain. Là, on a une chose qu'on a vu beaucoup représentée, c'est un des casques. Ah oui. Un des casques gaulois d'Alésia. Alors, ce qui est émouvant, c'est que vous voyez, ça, ce pli de la tôle, c'est un pli ancien. Ça, vous pensez que c'est un coup? Oui, c'est un coup ancien, ça, oui. Ah. Il est en excellent état, ce casque. Oui, tout à fait. Alors là, il y a les petits trous, vous voyez les petits trous, là, pour ici, passer là la jugulaire? Ce qu'on appelle les paragnathides, ce qui protège les joues. C'est formidable. C'est extrêmement émouvant, en fait. Ben oui, parce que là, on est vraiment, on se dit, il l'a touché, il l'a mis sur sa tête. J'ai très envie de le mettre sur la mienne, mais bon, ce serait peut-être un peu sacrilège. Véritablement, je peux. J'ose. Il faut un sous-casque, hein, quand même. Il faut un sous-casque, oui. Sinon je suis un peu au ras du... Oui. Au ras du... Oui, normalement c'est un peu plus haut, c'est comme ça. Hein. Ouais, d'accord. Ah, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est un type de casque vraiment gaulois typique du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc là encore, ça ne correspond pas à l'image qu'on a du Gaulois avec le casque à type de la gauloise. Oui. Et tout ça est consistant par rapport à l'époque. Oui, alors justement, c'est une des questions qui s'est posée parce que effectivement, tout cet ensemble-là a été trouvé par les fouilles organisées par Napoléon III dans les années 1860. Et puis, on s'est dit par la suite, mais c'est tout de même étonnant, beaucoup de pièces d'armement, est-ce qu'on les a vraiment trouvées là? Et ce qui est tout à fait caractéristique et révélateur, c'est que tout cet ensemble est extrêmement homogène. On le sait aujourd'hui, on ne le savait pas à l'époque de Napoléon III, c'est quelque chose qui date effectivement très bien du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et l'ensemble des pièces d'armement romaines, des pièces d'armement gauloises, tout ça c'est très cohérent en fait. C'est une des choses qui frappe beaucoup. Donc chaque élément ici, vous voyez, numéroté et rangé par série. Ça c'est son... Mais la provenance des armes a été suspectée à cause de celui qui dirigeait les fouilles, le colonel Eugène Stoffel, un aide de camp de Napoléon III qui fera une brillante carrière grâce à Alésia. J'ai donc demandé à consulter le premier inventaire du musée. Je suis tombé assez vite d'ailleurs sur la série 24 382, 83 jusqu'à 91, 155 objets environ sur les 650 que le musée des Antiquités nationales possède provenant d'Alise. Mais là, ces 155 objets sont répertoriés, objets en fer, comme les précédents, probablement d'Alise, mais peut-être de Gergovie. Or, Stoffel a fait des fouilles à Gergovie avant celles d'Alise. Aurait-il fait son marché dans les trouvailles de Gergovie pour faire, lui aussi, plaisir à l'empereur?
Je vais recouper l'inventaire du musée avec celui de la publication scientifique qui a suivi les dernières fouilles pratiquées à Alise entre 1991 et 1997. Je l'ai à mon bureau. C'est une somme publiée en 2001, le résultat du travail de 30 chercheurs sur le terrain et sur les collections du Musée des Antiquités nationales. Dans le catalogue du matériel, des mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, c'est 955 pages qui seront pour les 50 prochaines années la Bible sur Alésia. 50 ou 100, enfin jusqu'à ce qu'on fasse de nouvelles fouilles ou que quelqu'un reprenne le dossier, ce qui semble qu'il n'y ait pas lieu d'être d'après les scientifiques. Eh bien, rien n'indique, je retrouve ces mêmes séries, donc ces 155 pièces, pointes de flèches, morceaux de bouclier, etc. Ici, rien n'indique qu'elles proviennent d'Alise ou peut-être de Gergovie. À lire ce document, cette liste de matériel, Alésia, c'est tout. Et c'est ce qu'on appelle en histoire l'érosion des textes. C'est-à-dire qu'en 2003, aujourd'hui, enfin ce livre est paru, ses conclusions sont parues en 2001, on en sait un petit peu moins sur ce matériel qu'en 1878, où dans un inventaire, on nous dit que 155 pièces proviennent d'Alise ou peut-être de Gergovie. Je prends contact avec Michel Rédé, l'archéologue qui a dirigé ces fouilles et qui signe leurs conclusions. Il refuse de répondre à mes questions en présence de la caméra, comme en dehors d'elle d'ailleurs. Je vais donc interroger Vincent Guichard, l'archéologue qui a le plus récemment fouillé à Gergovie et qui doit donc être au courant du matériel qui en provient. Gergovie, c'est le fief de Vercingétorix que les chefs gaulois ont installé à la tête de l'insurrection lors d'une réunion à Bibracte. César envoie Labienus, son bras droit, combattre dans le bassin parisien, lui-même se dirigeant vers la hauteur de Gergovie. Il y subit une sanglante défaite. Contraint de se replier vers le nord, César regroupe ses légions du côté de Langres dans le courant de l'été 52. Vincent Guichard est aujourd'hui directeur du Centre archéologique européen du Mont Beuvray à Bibracte, dans le Morvan. C'est là que Vercingétorix fut élu chef de guerre. C'est là que César, pense-t-on, rédigea la guerre des Gaules après sa victoire d'Alésia. C'est là aussi que François Mitterrand espéra un temps se faire enterrer. Vincent Guichard, qu'est-ce qui caractérise un oppidum? La définition de ce qu'est un oppidum. Il s'agit, pour les gens qui travaillent sur le monde celtique, donc de grandes agglomérations, de grands sites de la fin de la période, pour l'essentiel du 1er siècle avant Jésus-Christ, parfois aussi un peu le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ces sites sont dotés d'un rempart avec un mode de construction particulier, généralement qui privilégie la terre et le bois. Et enfin, dernière caractéristique, c'est leur très grande étendue, parce que c'est souvent des dizaines d'hectares, voire plus de 100 hectares. À Bibracte, le plus grand rempart délimite une surface de 200 hectares et fait 7 km de longueur. Pour Vincent Guichard, les 155 armes qui proviennent d'Alise ou peut-être de Gergovie ne changent rien à l'affaire. Effectivement, entre les fouilles d'Alésia et Gergovie en 1861-62 et la mise en place d'un catalogue au Musée Antiquité Nationale, le Musée Antiquité Nationale qui n'ouvre qu'en 1867, je vous le rappelle, il y a une période de flottement où on va stocker les collections, on ne sait pas trop dans quelles conditions, et l'inventaire a été différé de quelques années, et comme dans tout musée, il y a eu quelques mélanges. Donc les gens qui ont fait l'inventaire en 1867 ont eu l'honnêteté de dire, bon là il y a des boîtes d'objets, on ne sait plus trop si ça vient de Gergovie ou d'Alésia. De mon point de vue, ça ne change rien au propos pour Alésia, parce qu'il y a des milliers d'objets trouvés à Alésia. Il y a probablement quelques pointes de catapultes ou pointes de flèches qui peut-être apparaissent dans la publication d'Alésia, qui viennent de Gergovie, mais je pense que c'est pas plus que cela. Je vais rencontrer Elisabeth Rabessin, qui a travaillé pendant 25 ans à Alise et qui conserve tout ce qui concerne le sujet, y compris quelques canulars.
Elle dirige le centre Alésia à la faculté de Dijon. Élisabeth, ce sont les 2 tomes publiés par Napoléon III. Oui, de l'histoire de Jules César, que Napoléon III a rédigé grâce au travail de toute l'équipe de savants qu'il avait assemblée autour de lui. Et donc le livre est sorti en 1865. Donc il l'a vu avant la défaite de Sedan. Ah, bien sûr. Il l'a vu, alors il y a une phrase dont je crois que j'avais lu dans un... César, après avoir regroupé ses forces du côté de Langres, fait retraite vers l'Italie par la rive gauche de la Saône vers Genève, porte de la province romaine. Au passage d'un fleuve, l'armée romaine est surprise par la cavalerie gauloise. Mais César contre-attaque, prend le dessus et poursuit les Gaulois en Bourgogne pour les uns, dans le Jura pour les autres. Siam, Alise, quel que soit l'endroit, Vercingétorix a rassemblé 80 000 fantassins sur l'oppidum dans le but de réitérer l'exploit de Gergovie et d'anéantir César définitivement. César juge la hauteur d'Alésia imprenable et la siège immédiatement. Surpris, et avant que le piège ne se referme sur lui, Vercingétorix fait sortir sa cavalerie de nuit avec mission de recruter une armée de secours dans toute la Gaule. Pour protéger ses arrières, César entoure alors le deuxième cercle de fortifications dont les abords sont truffés de fosses piégées dissimulant des pieux acérés. Mais une colline au nord d'Alésia est trop importante pour être inclue dans les lignes. César envoie 2 légions, soit 12 000 hommes, y établir un camp de hauteur. Un mois plus tard, 250 000 Celtes accourent de toute la Gaule. Par 2 fois, ils attaquent les fortifications de la plaine, pendant que les assiégés s'attaquent au premier cercle du siège. En vain. La dernière attaque porte à la fois sur la plaine et sur la colline nord. Les lignes romaines, résistant dans la plaine, César peut les dégarnir de plusieurs cohortes. À leur tête, il monte au camp nord en passe d'être investi par les Gaulois, les prend à revers et les massacre, provoquant la fuite du reste de l'armée de secours. Affamés, épuisés, les chefs gaulois entourant Vercingétorix livrent aux vainqueurs leur chef avec ses armes, selon le rituel gaulois. Je me rends avec Élisabeth Rabessin sur la montagne de Flavigny, d'où l'on voit bien les 97 hectares du Mont Auxois. C'est le point le plus critiqué du site, car trop petit pour abriter les 80 000 hommes de Vercingétorix, mais également trop petit pour être cette métropole de toute la Celtique qu'était Alésia, selon Diodore de Sicile, historien de l'Antiquité et contemporain de César. Est-ce que le Mont Auxois peut être ce foyer, cette métropole de la Celtique dont parle Diodore de Sicile? Moi, je laisse ces responsabilités à Diodore de Sicile qui quand même intervient bien après les événements et qui pas tant que ça, il intervient 50 ans. Qui a un discours, donc de complaisance et qui doit magnifier l'endroit où effectivement le divin Jules s'est illustré. Mais on n'a pas de doute sur la localisation d'Alésia à Alise-Sainte-Reine par un certain nombre de textes qui nous donnent la localisation donc, du martyre de Sainte-Reine à Alise-Sainte-Reine, ville où jadis César, etc. Donc les moines du IXe siècle placent l'Alésia de César à Alise-Sainte-Reine. Les moines du IXe siècle sont donc plus crédibles qu'un des grands chroniqueurs de l'Antiquité. C'est dans un poème lyrique du IXe siècle, émanant de l'abbaye d'Auxerre, que le moine Héry assimile le Mont Auxois où Sainte-Reine fut décapitée par les Romains à l'Alésia de César. Chargé d'un double prestige militaire et religieux, ce pèlerinage se pratique encore chaque année. Seigneur, tu nous rassembles ici dans cette chapelle
après avoir célébré l'Eucharistie au lieu même où traditionnellement on situe la captivité de Rennes, celle qui, dans notre pays, a témoigné par sa foi et dont on a tenu l'histoire qu'on a apportée de génération en génération. Jadis avant la conquête romaine, tous les Gaulois heureux d'être soldats, volaient sans cesse à de nouveaux combats. Mais aujourd'hui, nous courbons tous la tête. Pourquoi est-ce que les Français considèrent, avec hélas un peu de mépris, leurs ancêtres, entre guillemets, disons leurs prédécesseurs, comme des vaincus, alors qu'ailleurs, ceux qui se sont battus jusqu'à leur mort pour défendre leur liberté sont considérés comme des héros? Je dirais que les Gaulois parlaient gaulois et non latin, que quelques siècles plus tard, l'Église chrétienne va parler latin. Pendant 2000 ans, la messe se dit en latin. Donc tout ce qui n'est pas latin est évidemment païen et donc rejeté, méprisable. C'est donc peut-être à cause d'une religion d'État, le christianisme, le catholicisme, que l'on a vu les Gaulois de cette façon-là. Je décide de me rendre à la Bibliothèque nationale où se trouve le plus vieux manuscrit au monde de la guerre des Gaules. Je veux vérifier si, comme je l'ai lu, ce texte arrive en France à la même époque et dans la même région que le poème du Moinéry qui situe Alésia à Alys-Sainte-Reine. J'ai obtenu rendez-vous avec Marie-Hélène Thénière, l'une de nos grandes médiévistes, responsable des manuscrits médiévaux à la Bibliothèque nationale. Alors quel est le plus ancien dans celui-là, c'est celui du 9e siècle, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui du 9e siècle. Mais en fait, on dit comme si... Ce manuscrit, on en est même sûr, qu'il provient de l'abbaye Saint-Benoît-sur-Loire, c'est-à-dire Fleury, qui était près d'Orléans. Là, vous voyez l'esprit libriste de cette abbaye. Et on pense qu'à la fin dans la seconde moitié du 7e siècle, les moines de l'abbaye Saint-Benoît ont été chercher au Mont-Cassin des reliques, les reliques de Saint-Benoît, et ils ont rapporté en même temps des manuscrits qu'ils ont fait copier au début du 9e siècle. Écrite en minuscule caroline qui ressemble un peu à notre écriture script, une écriture toute facile à lire. Vous voyez ici, vous-même vous arrivez à lire Alesiam quod est oppidum Mandubiorum. Alésia, c'est donc la hauteur d'Émandubien, peuple dont le nom n'apparaît que dans la guerre des Gaules, ce qui rend sa localisation invérifiable. Alésia a d'ailleurs bien failli disparaître de l'histoire de France. Le manuscrit date de l'époque de Charles V, c'est-à-dire du milieu du XIVe siècle. Et l'histoire de France naît à peu près à l'abbaye de Saint-Denis dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Et donc à ce moment-là, on fait commencer l'histoire de France à Clovis. Et on dit les Français descendent des Troyens. Donc il n'est nulle part question d'Alésiens. Alésia a donc bien failli disparaître, mais va réapparaître grâce à Charles le Téméraire. Et alors ça, c'est une traduction qui a été faite vers 1475 pour Charles le Téméraire. Ah, c'est beau. Parce qu'il y avait une sorte de comparaison entre Jules César et Charles le Téméraire. Donc, comment César poursuivit Vercingétorix, comment il assiégea les Gaulois
Dedans, Alice le fort château et de la grande bataille qui fut devant la forteresse. Sait-on à partir de quand la guerre des Gaules est imprimée? Elle est imprimée justement, on a ici le manuscrit qui a servi aux impressions. C'est le manuscrit que Robert Gaguin offre à Charles VIII. Donc c'est la première traduction réelle, une traduction faite par un humaniste. Robert Gaguin ici. Voilà, il est trinitaire, donc il porte son habit trinitaire avec sa croix. C'est fait à la main. Tout est fait à la main. Là, c'est fait à la main et à partir de là seront faites les premières éditions. Mais le moine Gaguin, proche des abbayes du centre de la France, fait plus qu'une simple traduction. Et ce qui est important, c'est qu'on voit un essai de localisation. Et là, et tantôt après, il prend son chemin de vers Alésia, laquelle est une des villes des monts du bien. Ce sont ceux que l'on dit en Bourgogne, de l'Ossois, là où est Flavigny. Donc quelle année ça? Là, on est en 1485. Et voilà comment les monts du bien sont retrouvés. Le texte de César arrive donc en France au IXe siècle, près d'Orléans. Le poème qui situe Alésia à Alise est écrit non loin de là, à Auxerre, par le moine Héry, également au IXe siècle. 600 ans plus tard, le moine Gaguin franchit la dernière étape. Les monts du bien sont ceux que l'on dit de Bourgogne. La boucle est bouclée, le dogme est en place. Ils ont fait le choix du meilleur texte. C'est donc au mont Auxois que Napoléon III ordonne à ses savants de fouiller. Ils y trouvent des tranchées, mais ni les distances, ni les dimensions ne correspondent aux indications très précises de César. Agacé, l'empereur place son aide de camp, Stoffel, à la tête des fouilles. Au pied du mont Réa, Stoffel trouve alors des centaines de monnaies et d'armes romaines et gauloises mélangées à des ossements de chevaux. C'est le camp nord, à n'en pas douter. Du moins le crut-on, jusqu'aux fouilles de Michel Rédé, l'archéologue est catégorique, les tranchées au pied du Réa ne sont pas celles du camp nord, celui-ci reste introuvable, mais Alise serait quand même l'Alésia de César. Je demande au lieutenant-colonel Gilles Aubagnac, conservateur du musée de l'artillerie et fin connaisseur des oppidats de l'âge du fer, de m'accompagner sur le mont Réa face au mont Auxois. La première question, c'est est-ce que 80 000 hommes tiennent sur ce plateau? Sans idée préconçue, comme ça, et en faisant un tour, en regardant sur la carte, ça fait petit. Je ne suis pas le premier à le dire. Non, les militaires... Mais on peut toujours calculer combien, mettons, d'hommes à l'hectare. Si on met 80 000 hommes là-dessus, 90 hectares, ça fait grosso modo 1000 hommes hectares, ça fait très très serré. Oui. Surtout si c'est une position qui a été préparée. C'est pas une position dans laquelle on est venu s'enfermer sous la pression de la nécessité. Apparemment non, c'est pas ce que dit César. Donc ça semble petit, mais c'est une impression parce que y avait-il 80 000 hommes d'abord? Alors bon, ça c'est toute la question de la véracité des écrits de César. Alors l'autre question que je me pose, c'est le mouvement de 60 000 hommes, ça vous pose plus de problèmes? Ils traversent la plaine par là, ouais. Ils font mouvement ici derrière pour prendre ici. Pour remonter. 60 000 hommes, ça s'entend. 60 000 hommes, ça bouge, ça fait du bruit. 60 000 hommes, ça sent mauvais. Ouais. Donc, obligatoirement, les troupes et les sentinelles de César doivent les avoir vus ou doivent les avoir entendus. Alors, on est là, on est là, et on regarde comme ça. Alors le mouvement de l'armée de secours, qui part d'ici, par là, traverse la plaine des Laumes, monte par ici et attaque. Alors, moi ce que je vous demande, mon colonel, c'est vous le mettriez où, vous, ce camp, a priori, pour vous protéger d'une attaque extérieure? Sur les pentes nord. À l'opposé, là-bas. Ah ouais, vous le mettriez carrément sur les pentes nord à l'opposé. Alors, là, en face, voilà. Il y a le parti adverse. Au milieu, tous les travaux de fait, toutes les troupes. Un camp quelque part ici. Le danger, il ne vient pas de là. Il vient de l'extérieur. Donc il faut se retrouver sur le mouvement de terrain externe, nord, pour avoir des vues au plus loin. Parce que si je mets un camp ici, je ne sers à rien. Je vais me faire prendre à revers et en plus ils auront de l'élan pour descendre.
Donc, à l'époque où je m'occupais de défense, de PC, de régiment d'artillerie Pluton, j'aurais jamais mis mes défenseurs sur cette pente-là. Je l'aurais mise sur l'autre. Ultime argument des partisans d'Alise, les 80 000 hommes de Vercingétorix, trop à l'étroit sur l'oppidum, auraient pu bivouaquer sur les pentes du mont Auxois. Là, on imagine assez bien les Romains sur la gauche, les Romains dans le fond, Vercingétorix sur l'oppidum, mais j'imagine assez mal des Gaulois, des troupes gauloises sur la contrepente, là, à droite, sous l'oppidum. Surtout sur une longue période. Le plus dérangeant des adversaires du mont Auxois était sans conteste l'archéologue André Berthier, chartiste, l'un des grands latinistes de notre temps, conservateur du musée Gustave Mercier à Constantine jusqu'en 1972 et décédé en décembre 2000. J'accompagne sa famille lorsqu'elle se rend à l'Institut pour y récupérer les feuillets que l'archéologue y avait déposés en 1963 lors de sa découverte du site de Siam dans le Jura. Le 13 juin 1963. Et voilà ce pli. Il contient ces feuillets qui naturellement sont des feuillets vénérables puisqu'ils ont presque 40 ans. L'archive. Voilà. Et voilà, à la recherche d'Alésia, communication de M. André Berthier, correspondant de l'Institut. Au fond, c'est son parcours. 43 feuillets, voilà. Voilà. Ben, il doit mettre dedans tout son parcours pour arriver jusque-là. Je crois Oui, que c'est la première fois. Oui, il y a tout le raisonnement de la controverse avec Jérôme Carcopino. Avec Carcopino, oui. La bataille d'Alésia n'est pas seulement antique. Sous son aspect moderne, elle évoque la polémique qui oppose les partisans d'Alice Sainte-Reine, respectueux d'une consécration officielle due à Napoléon III, à ceux du Jura. Malgré tout le talent de l'auteur et l'immense érudition déployée, le livre de Jérôme Carcopino, Alésia et les Russes de César, ne nous a pas pleinement convaincus. Mais il a éveillé en nous une intense curiosité et il nous a incité à entreprendre des recherches sur carte d'état-major et sur photographie aérienne. Nous pouvons maintenant donner les résultats de notre enquête. Il nous a semblé que nous avions trouvé l'emplacement véritable et que ce lieu, une fois découvert, Vercingétorix apparaissait dans un nouveau rayonnement. La lutte s'engage entre Jérôme Carcopino, grand érudit de l'école de Rome, normalien qui domine l'archéologie française, et André Berthier. À travers eux s'affrontent deux conceptions de l'histoire et de son utilisation. En partant à la recherche d'Alésia, Berthier se dresse contre les inventions que Carcopino publie dans son livre et contre la manipulation que cet historien fait de l'histoire, ou qu'il en a fait, car les deux hommes avaient choisi leur camp bien plus tôt. Toutes les villes de France viennent rendre visite au maréchal Pétain à l'occasion de son 80e... Carcopino devient ministre de l'Éducation nationale du maréchal Pétain en 1941 et limite bientôt le nombre des Juifs dans l'université. Les couleurs descendues, les chasseurs feront 17 parts de l'étamine glorieuse et les remettront aux délégations des 17 facultés de France, gage de leur volonté de servir. Servir la France, suprême pensée. Jérôme Carcopino, ici aux côtés du maréchal, fera passer une loi sur l'archéologie qui est toujours en vigueur et depuis son ministère met en scène pour Vichy le mythe fondateur gaulois. Gergovie devient aujourd'hui le symbole de l'unité française. Sur le plateau où Vercingétorix combattit, le soleil naissant éclaire ce matin les mouvantes cérémonies organisées par la Légion des combattants. Les terres venues de tous les coins de la France et de l'Empire sont réunies dans un mausolée dont la dalle sera scellée par le maréchal. Avec la loi Carcopino, qui est votée dans ce cadre très particulier qui est celui du régime de Vichy, elle impose le fait que l'archéologie est sous le contrôle de l'État. En fait, les Gaulois, c'est quelque chose qui est au cœur du mythe, j'allais dire, républicain. Ça s'enracine dans la Révolution française. Le Gaulois, c'est l'image de l'égalité, c'est la nation, c'est le tiers-État. Et donc, les origines gauloises, c'est très important, parce que c'est les origines de la République. Et le régime de Vichy, dans la mesure où
il vise à renverser la Révolution française, à nier son héritage dans la France du XXe siècle. En fait, il va revisiter complètement le mythe gaulois. Et il va en quelque sorte l'inverser, en montrant que les Gaulois, eh bien, leur génie, en quelque sorte, c'est d'accepter la défaite. Et c'est de devenir gallo-romain. Ah oui, alors vous avez écrit un article que j'ai depuis pas mal de temps avec moi, l'archéologie française et le régime de Vichy. Et il y a un passage qui est absolument extraordinaire. Alors j'aimerais que vous nous le lisiez plutôt que moi, parce que je le trouve assez étonnant. Ah oui, il s'agit d'un discours. C'est le discours du ministre de l'Agriculture qui s'appelle Gazio. Et il est intéressant ce discours, ce passage, parce que justement, il donne bien l'angle selon lequel Vichy voit les Gaulois. Il dit « La Gaule accepta sa défaite. Jules César apporta la paix romaine. Vainqueurs et vaincus s'entendirent, et de ce grand choc naquit la civilisation gallo-romaine qui nous a fait ce que nous sommes. Nous nous retrouvons après 2 millénaires, donc en 1941, dans la même position que les Gaulois nos pères, et nous souhaitons de tout cœur que, de l'accord des vainqueurs et des vaincus, naisse enfin la paix européenne qui seule peut sauver le monde. » Donc la paix sous la paix nazie. La paix nazie, voilà, et la grande Europe. La royale Vrelle Force. Pendant la guerre, Berthier s'engage dans les pays marocains sous les ordres du général Juin et se retrouve devant le mont Cassin, autre hauteur imprenable. Sous les yeux du chef qui est aujourd'hui le maréchal Juin, notre compatriote algérien, cette formidable bataille dont les bruits ont rempli les échos du monde entier. N'importe où, aujourd'hui encore, on se tourne vers celui qui peut dire « J'étais à Cassino ». Ces sommets qu'il fallait prendre un par un. Et il a été blessé très gravement sur le Garigliano dans la région de Cassino. D'ailleurs, vous voyez au-dessus de l'armoire une vieille musette de soldats qu'il avait, qui est transpercée par des éclats d'obus. Et il en avait une centaine dans le corps. Après la guerre, Carcopino subit un procès pour collaboration dont il sort réhabilité en 1947. Berthier, lui, se consacre à la mise au jour d'une cité antique qui se trouve à 15 km de Constantine, en Algérie. La cité de Tidis est constituée de plusieurs strates qui vont de l'âge du fer jusqu'au Moyen-Âge islamique. Elle s'avère l'un des grands sites antiques du Maghreb. Sa mise au jour vaut plusieurs prix à André Berthier, qui est élu correspondant de l'Institut en 1961. C'est là, à Tidis, que l'archéologue lit l'ouvrage de Carcopino qui se fonde sur la tradition napoléonienne et s'appuie sur une révision contestée du texte de César. Berthier décide d'agir. Ce qu'il remet en cause, je crois, ce qu'il combat, c'est l'abus de pouvoir auquel Carcopino et bon nombre d'universitaires avec lui se livrent sur la guerre des Gaules, première histoire écrite de notre pays. Berthier s'insurge particulièrement contre les jugements de Camille Jullian, pilier du Collège de France. Voici ce qu'écrivait ce dernier. Berthier s'insurge particulièrement contre les jugements de Camille Jullian, pilier du Collège de France. Voici ce qu'écrivait ce dernier. C'est souligné par André, en bleu. Le seul reproche que j'adresserai à César, c'est d'avoir, dans ses exposés topographiques, exagéré légèrement les lignes principales des pays dont il parle. Il appelle Alésia, entre guillemets, un lieu fort élevé, ad modum editus locus, pardonnez mon latin, le mont Auxois, une colline fort haute, summus collis. Les superlatifs sont peut-être de trop. Il se sert de l'expression d'escarpé, loca praerupta, quand il s'agit seulement d'une montée un peu rude. C'est faire beaucoup d'honneur à l'Auze et à l'Ozerain que de les appeler flumina, surtout en dehors des saisons des pluies. César, pense Berthier, n'exagère ni la topographie ni les effectifs. L'oppidum d'Alésia, pour accueillir 80 000 hommes, doit faire 900 hectares. Les lignes de siège doivent s'étirer sur 11 km comme le stipule la guerre des Gaules. La plaine devant l'oppidum doit être enclavée entre les collines alentours. Une combe, un val, qui convient au bassin de réception d'un seul cours d'eau formé du confluent des deux rivières. Berthier donne donc la forme d'un triangle à l'oppidum. À Constantine, il fait glisser son portrait robot sur les cartes d'état-major de tout l'est de la France, en commençant par Alice qui ne convient pas.
Après plus de 300 tentatives, un seul lieu coïncide parfaitement, Siam, dans le Jura. L'été suivant, Berthier se rend sur place. La colline nord est au rendez-vous, la plaine de Siam fait 4,5 km comme le stipule César. Les deux cours d'eau méritent bien l'appellation de Flumina. Force nous est d'avouer que nous n'avons jamais été aussi impressionnés que lorsque nous avons commencé à pénétrer sous le couvert, qui nous dissimulait l'endroit dégagé où, à la suite de notre travail de laboratoire, nous avions imaginairement placé le camp. Nous pensions que si nous ne trouvions rien là, il était inutile de continuer nos explorations. Le camp était là en effet. Son talus, haut encore à certains endroits d'une dizaine de mètres, se développait sur 400 mètres de longueur, bordant une vaste plateforme où l'emplacement d'une source, d'ailleurs indiquée sur la carte, se laissait voir. S'il y avait un camp, pourquoi serait-il autre que le camp de César? Et si c'était bien lui, il s'imposait encore dans toute la puissance de son terrassement. Alors, nous avons songé que nous étions les premiers, depuis l'Antiquité, à avoir conscience que là était l'emplacement de l'un des combats les plus mémorables qui ait été livré sur le sol de notre pays. À son retour à Paris, Berthier dépose aussitôt à l'Institut un mémoire scellé à la cire. Puis il pose une demande de fouille auprès d'André Chanson, directeur des Archives nationales et grand ami de Malraux, le ministre de la Culture qui est de facto dans notre pays le président du Conseil national de la recherche archéologique. Regardez dans quel climat se font les choses. Pour ménager les susceptibilités possibles, M. Malraux a accordé à M. Chanson personnellement, si j'ai bien compris, cette autorisation de fouille qui, naturellement, par l'intermédiaire de votre directeur général, vous appartiendra. Je pense qu'ainsi, rien ne s'opposera à ce que vous puissiez faire dans le secret vos investigations. Au cours des 40 années suivantes, André Berthier, sa famille et son équipe dégagent plus de 10 km de murs anciens et de structures en pierre sur les hauteurs qui entourent Siam. Mais ils ne peuvent travailler qu'en surface à cause des refus de fouilles qui pleuvent dès le départ d'André Malraux. En voici quelques exemples. Accident de la végétation, caractère négatif des résultats obtenus, l'intérêt scientifique du site n'est pas prouvé, éléments nouveaux insuffisants pour justifier la continuation des fouilles, et une lettre courtelinesque, aucune découverte n'ayant en 10 ans apporté de preuve d'un quelconque intérêt archéologique du site, je vous demande de bien vouloir cesser, dès réception de la présente lettre, toute recherche sur le site de Siam. Les murs livreront pourtant plus de 2 mètres cubes d'objets divers qui vont, d'après Berthier, de l'âge du Hallstatt jusqu'à l'époque médiévale. Un fond de plat et une clé du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ retiennent particulièrement l'attention des experts du musée des Antiquités nationales qui confirment les datations mais qui classifient souvent comme gallo-romain ce que Berthier qualifiait de romain. Et au fond, ça a été trouvé dans un cercle très étroit, tout ça, à part Valence. Tout a été trouvé à peu près en même temps. Oui, c'est-à-dire que voilà. Dans le procès des emplois fictifs à la ville de Paris, pour la première fois, un ancien cadre du RPF passe à table, mais devant le tribunalière, devant le tribunal. D'après mes recherches sur Carcopino, outre sa loi qui maintient aujourd'hui encore l'archéologie française sous le contrôle de l'État, l'homme fut très influent dans ce domaine jusqu'à sa mort en 1970. Voici un exemple de sa philosophie. Jérôme Carcopino, le savant et fort éminent académicien, reconnut qu'il était difficile d'apporter la preuve mathématique comme 2 et 2 font 4, me dit-il, de la solution Alésia égale à Lise. Mais si les spécialistes peuvent encore utilement en discuter, il faut pour la masse du public une solution précise, au moins provisoirement.
J'emmène maintenant à Siam le professeur John Collis, patron de l'archéologie à l'université de Sheffield en Angleterre et spécialiste mondialement reconnu de ce que l'on appelle l'archéologie du paysage. Le meilleur témoin de l'activité humaine au cours des siècles, c'est le paysage qui nous entoure. Les murs des champs, les chemins, les travaux de terrassement. Tous les paysages ont été modelés, sculptés au cours des 4 ou 5 derniers millénaires. Ici, c'est très bien conservé, ce qui ne serait pas le cas si ces vestiges avaient 2000 ans. Mais c'est quelque chose qui ne s'explique ni facilement, ni rapidement. De toute évidence, une telle structure est faite pour impressionner. Un mur limitrophe n'a pas besoin d'être aussi épais, ni aussi haut. Je trouve ce paysage fascinant, mais je n'ai rien vu qui me fasse penser à un oppidum de l'âge du fer, et j'en ai visité 40 ou 50 en Europe. C'est dommage que les opinions soient aussi inconciliables avec ceux qui ne viennent que pour dire « ce n'est pas Alésia », car c'est quand même un site très intéressant. En Angleterre, les universités sont beaucoup plus indépendantes. Par exemple, je suis employé par mon université et non par l'État, alors que sur le continent, la plupart des universitaires sont employés de l'État. Du coup, mon université a plus de liberté dans le choix de ses recherches. J'aimerais bien que parfois les gens laissent tomber les grandes controverses et regardent simplement ce qui les entoure. Ce site est magnifique avec un tas de vestiges intéressants que l'on devrait pouvoir étudier sans se soucier d'irriter ceux qui y voient ou non un lieu historique bien précis. Je retourne à Siam avec le lieutenant-colonel Gilles Aubagnac qui, outre ses capacités militaires, dispose d'un DEA, un diplôme d'études approfondies en histoire antique et en archéologie. Le Mont Réa ne me plaisait pas beaucoup. Là, j'avoue que c'est plus séduisant. Non, face à ce paysage, on comprend davantage que l'on est 80 000 hommes avec Vercingétorix quelque part sur ce plateau. Qu'on est 60 000 hommes avec César qui investissent pour tour de cette place. Que l'on ait 300 000 hommes ou 250 000 hommes qui arrivent avec l'armée de secours. C'est une certaine logique. L'attaque dans la plaine, ici ou à Alise, bof. Là, oui, ça marche. On comprend les choses. L'idée, ça ressemble à un oppidum. Ça ressemble à un oppidum, cette idée de Berthier, cette surface enclose en triangle avec ces gorges profondes de part et d'autre, tout ça, ça marche. Et un mur comme ça, un mur comme ça peut être tout à fait un mur de fortification, de site perché, du second avant, du premier avant. Ça peut tout à fait, oui, ça peut être autre chose aussi. Ouais, quelque part là-dessous. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, certes le mur, mais c'est quand je regarde une carte comme ça, ce sont tous les alignements que l'on trouve là, qui apparaissent, qui sautent aux yeux, entre les chemins, entre les haies, et qui sont totalement surimposés sur la morphologie. Ça me semble intéressant et à mettre en valeur. Le parcellaire agricole, en fait, il est héritier d'autre chose, d'une autre utilisation. Si c'était le parcellaire agricole, bien, il prendrait la courbe du terrain. Or, on a surimposé quelque chose. On a bâti, je mets des guillemets, hein, on a bâti quelque chose sur ce terrain. Donc, urbanisme. Possibilité d'urbanisation. C'est une véritable question, ça, qui s'impose.
Il y a quelque chose. Bon, c'est ça la difficulté du dossier, c'est qui va me dire la vérité? Un militaire, un archéologue? Je pose une question aux archéologues, j'ai une réponse qui peut être partisane, qui peut être vraie. Je demande à un militaire, il me répond oui, il me répond non. C'est ça, c'est une espèce de jeu de piste permanent d'aller d'un expert à un autre expert, redemander. Tant que les élus, tant que les responsables archéologiques, politiques de la région ne voudront pas élucider le mystère, ça continuera. Il y aura des gens qui diront que c'est Alésia, d'autres qui diront que c'est impossible. On a l'impression que depuis que Berthier a dit que c'était Alésia, il y a une fatwa sur ce site. C'est dommage parce que tous les gens qui viennent en tout cas disent qu'il y a quelque chose. Essayons de trouver. La seule certitude que j'emporte en quittant Siam, c'est qu'Alésia fait toujours le siège de notre mémoire politique. Si César exagère, nos institutions lui ressemblent et notre archéologie reste fortement teintée d'idéologie autoritaire. Le grand historien Alain Schnapp parle même de l'impossible normalisation de l'archéologie en France. Combien de temps mettrons-nous à nous débarrasser du système des autorisations ministérielles, secrètes ou non? Combien de temps encore avant de savoir ce qui se cache sous les vestiges mis au jour ici par André Berthier? Une cité antique, le plus grand oppidum d'Europe, ou peut-être la métropole de toute la Celtique?